Une pauvre fille est montée dans la voiture d'un inconnu, pensant que c'était son taxi, sans imaginer que cet homme était un PDG millionnaire. La pluie tombait sans relâche sur les trottoirs pavés de Paris, dessinant des ruisseaux précipités entre les talons pressés et les pneus éclaboussants. Élodie Martin courait, le manteau serré contre elle, ses cheveux bruns collés à son visage trempé. Elle regarda sa montre, l'angoisse la prenant à la gorge. Il était déjà 8h45 du matin. L'entretien dans l'école publique du 12e arrondissement débutait à 9h précises. Elle n'avait plus qu'un seul espoir pour stabiliser sa vie, sa dernière chance. Ses chaussures glissèrent sur les pavés alors qu'elle tournait le coin de la rue de Reuilly. Là, stationnée à quelques mètres, une berline noire attendait. Elle ne prit pas le temps de vérifier la plaque ni de demander confirmation. Elle ouvrit la portière arrière et s'engouffra à l'intérieur, essuyant rapidement ses lunettes, embuées. « Désolé, je suis en retard, s'il vous plaît, rue Léon Fro, c'est très urgent », dit-elle entre deux souffles, l'eau ruisselant encore sur ses joues. Le conducteur, un homme aux traits marqués, portait une chemise blanche, impeccablement repassée, un manteau sombre et une montre hors de prix à son poignet. Il tourna légèrement la tête, surpris. « Mademoiselle, je crois que, je vous en supplie, coupez par la rue de Charenton. Il y a toujours des embouteillages par nation à cette heure. J'ai une entrevue capitale. J'ai besoin de ce poste, Elle parlait vite, presque trop pour que les mots aient le temps d'exister. Il fronça les sourcils, jeta un regard dans le rétroviseur, puis observa sa silhouette tremblante, ses mains serrées sur son sac usé. Un soupir discret franchit ses lèvres. Très bien, il démarra sans un mot de plus. Le silence s'installa, épais, presque gênant. Seuls les balais d'essuie-glace rythmèrent la tension dans l'habitacle. Élodie prit enfin le temps de respirer. Son regard glissa sur les détails intérieurs de la voiture. Cuir noir impeccable, intérieur boisé, odeur légère de cèdre et de vanille. Ce n'était pas un taxi. Ce n'était même pas une voiture quelconque. Elle se mordit la lèvre. Peut-être que le chauffeur particulier avait été engagé par une autre personne et qu'elle venait d'interrompre quelque chose d'important. Peut-être qu'il la prendrait pour folle. Mais il n'avait pas protesté davantage. Elle décida de ne rien dire, priant pour que le trajet s'écoule sans incident. Arrivée devant l'école, elle sortit précipitamment un billet de 20 € de sa poche et le tendit vers lui. « Gardez la monnaie et merci infiniment. » Il tourna à peine la tête, refusant d'un geste calme la somme. « Ce n'est pas nécessaire. » Élodie fronça les sourcils, confuse, mais n'eut pas le temps de questionner. Elle s'échappa du véhicule comme on fuit une erreur, replaça ses cheveux sous son béret détrempé et courut vers la grille de l'école. Il la regarda disparaître sous les auvents, puis posa les mains sur le volant, immobile. Son visage, d'ordinaire figé, trahissait une légère curiosité. Il se pencha légèrement pour voir par la vitre embuée le nom de l'établissement, comme pour en retenir quelque chose, et pour la première fois depuis des mois, Gabriel Moreau sourit, un sourire mince, presque imperceptible, mais sincère. Le grondement discret du moteur s'était à peine estompé qu'Élodie disparaissait déjà derrière les lourdes portes de l'école, laissant derrière elle une traînée d'eau et de confusion. Gabriel resta un long moment immobile dans sa berline, observant les gouttes de pluie glisser sur le pare-brise, comme si elles formaient des mots qu'il ne comprenait pas. Il n'avait pas l'habitude d'accueillir des inconnus dans sa voiture, encore moins des femmes paniquées aux yeux cernés, à la voix pressée mais droite, portant le monde entier sur leurs épaules dans un simple sac de toile râpée. Ce visage ne lui sortait pas de l'esprit. Il n'y avait rien d'extraordinaire chez elle à première vue, et c'était précisément cela qui le troublait. Elle n'avait rien tenté pour plaire, ni à lui ni au monde, et pourtant elle avait éveillé quelque chose de lointain en lui, comme une phrase lue dans un vieux roman et qu'on n'a jamais vraiment oublié. Il redémarra la voiture d'un geste lent, presque machinal, et retourna à son quotidien de rendez-vous froid, de décisions stratégiques et de silence confortable. 2 jours passèrent. 2 jours durant lesquels Gabriel Moreau s'enferma dans ses habitudes millimétrées, ses réunions filtrées par des assistantes invisibles, ses déjeuners sans surprise, dans des restaurants où le silence valait plus que 1000 conversations. Pourtant, son esprit restait suspendu à ce moment étrange dans la rue de Reuilly. Il n'avait pas su son nom, elle ne savait pas le sien. Il ne s'était échangé aucune information réelle, rien que ce fragment volé d'un matin pluvieux.
Et ce souvenir, aussi éphémère soit-il, refusait de se dissoudre. Le dimanche matin, comme à son habitude, Gabriel sortit sans escorte, vêtu d'un jean brut, d'un pull gris sans marque apparente et d'une vieille veste en cuir qu'il gardait depuis l'université. Il aimait se perdre dans le quartier de Bastille, là où les marchés de producteurs transformaient les rues en labyrinthe de couleurs et de parfums. Là, personne ne le reconnaissait. Là, il était un homme parmi d'autres. Il longeait les Pacifites, étals de pommes et de fromages artisanaux quand il la vit. De dos d'abord, courbé légèrement sur une caisse de clémentine. Son manteau usé, le même que celui de l'autre matin, battait doucement dans le vent. Elle comparait les prix avec une concentration presque comique, comptant ses pièces dans la paume de sa main, hésitant entre deux fruits. Gabriel s'arrêta, à quelques mètres, soudain incertain. Il aurait pu repartir. Il aurait pu l'observer de loin et continuer sa vie. Mais quelque chose en lui refusa cette fuite. Il s'approcha. « Vous avez trouvé un taxi, cette fois ?» Elle sursauta légèrement en relevant la tête. Ses yeux s'élargirent un instant, trahissant la surprise. Puis un sourire, hésitant, presque moqueur, étira ses lèvres. « Vous, le faux chauffeur. Je crois que c'est vous qui êtes monté dans ma voiture si mes souvenirs sont bons. » Elle rit. Un rire bref, mais sincère. Il le sentit comme un dégel inattendu dans une pièce trop froide. Il regarda les fruits dans ses mains. Besoin d'aide pour choisir une clémentine. Sauf si vous êtes aussi expert en agrumes qu'en conduite, répondit-elle. Il inclina la tête, feignant une réflexion profonde. Je pourrais surprendre. Ils marchèrent à quelques pas ensemble. Elle tenait un sac de tissu contre elle, visiblement rempli de courses modestes, du pain, du lait, quelques légumes. Gabriel l'écoutait parler du quartier, de la hausse des prix, de son amour pour les marchés de rue. À aucun moment elle ne demanda qui il était. Elle ne parla ni d'argent, ni de voitures de luxe, ni même de cette matinée étrange. Elle semblait simplement contente de bavarder avec un inconnu devenu familier. Ce fut lui qui posa la question. « Vous travaillez dans l'école de la rue Léon Fro, non ?» Elle hocha la tête. « Un poste temporaire, rien de garanti, mais c'est mieux que rien. Vous enseignez quoi ? Littérature, les classiques. Victor Hugo, Balzac, Maupassant, mais surtout Hugo. Il a cette façon de regarder le monde, comme s'il portait toute la misère des hommes dans ses phrases. » Il la regarda, attentif, touché par la sincérité dans sa voix. Ce n'était pas juste une enseignante. C'était une femme dont l'âme s'enracinait dans les livres, une femme qui lisait pour survivre, qui croyait encore que les mots pouvaient réparer les fractures invisibles. « Et vous faites quoi dans la vie ?» demanda-t-elle finalement. Il détourna les yeux un instant, le sourire en coin. « Rien d'aussi noble, je dirige une entreprise, informatique. »« Oh, et ça vous laisse le temps de vous promener ? Sur les marchés ? » ?»« Rarement. Mais aujourd'hui, j'en avais besoin. » Un silence s'installa de nouveau, mais ce n'était plus le même silence que celui de la voiture. Celui-ci était doux, presque complice. Elle regarda sa montre et s'excusa, expliquant qu'elle avait encore 2 copies à corriger et un loyer à repousser. « Je peux vous accompagner jusqu'au métro ?» proposa-t-il. Elle accepta. Ils marchèrent lentement, parlant de tout sauf d'eux-mêmes. Arrivée devant l'entrée de la station, elle le remercia pour la conversation, lui souhaita une bonne journée et disparut dans la bouche du métro. Gabriel resta là un moment. Cette fois encore, elle était partie sans lui dire son nom. Mais il savait déjà qu'il la reverrait. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, il ressentait quelque chose d'authentique. Le ciel était clair ce matin-là, lavé des nuages lourds qui avaient dominé Paris toute la semaine. Une lumière pâle mais sincère glissait entre les toits et venait caresser les étals du marché de la rue d'Aligre. L'air sentait le café fraîchement moulu, le fromage affiné et l'herbe coupée. Élodie aimait ces samedis matins, ces quelques heures où elle pouvait se perdre dans l'agitation populaire, loin des regards inquisiteurs des collègues et des murs humides de son petit studio. Les marchés étaient pour elle un théâtre vivant. Chaque marchand un personnage, chaque client un fragment d'histoire. Elle avançait lentement entre les stands, tenant son portefeuille serré dans une main et un filet vide dans l'autre. Chaque pièce comptait, chaque centime avait son rôle. Elle cherchait les paniers de fin de marché, les promotions silencieuses sur les fruits un peu trop mûrs, mais encore bons. C'était un art de survie appris après des mois d'incertitude, d'emplois précaires, de lettres de refus. La veille, elle avait dîné d'un bol de soupe et de 2 tartines sèches.
Mais ce matin, elle se permettrait quelques pommes et, si les prix étaient cléments, peut-être un morceau de fromage. Alors qu'elle s'approchait d'un stand de fruits, penchée pour examiner des poires en fin de vie, un mouvement sur sa gauche attira son attention. Une silhouette familière, un visage qu'elle ne parvenait pas à replacer tout de suite, puis une secousse dans la mémoire, le chauffeur, ou plutôt le non-chauffeur, l'homme à la voiture noire, l'homme au regard calme, qui l'avait conduite sans poser de questions. Son cœur fit un bond étrange, ni agréable ni douloureux, juste inattendu. Il était là, un panier en osier à la main, vêtu d'un jean brut et d'un pull bleu marine banal. Rien ne trahissait l'homme de luxe qu'elle avait imaginé, ce jour-là dans l'habitacle de cuir. Il semblait presque trop normal, et pourtant il dégageait toujours cette tranquillité rare, cette présence solide qui tranchait avec la foule pressée du marché. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il esquissa un sourire. Il ne parut ni surpris ni gêné, comme s'il s'attendait à cette rencontre. Ils s'approchèrent l'un de l'autre en silence, les odeurs de pommes et de pain chaud dansant autour d'eux. Aucun des deux ne sembla vouloir nommer ce moment. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle, brisant l'attente. « Quand j'ai besoin de calme, oui, et vous ?»« Chaque semaine. C'est ici que je fais le plein de poésie bon marché. » Il rit doucement, un rire bas, presque timide. « Vous avez toujours cette manière de parler comme si chaque mot était choisi avec soin. »« Déformation professionnelle, » répondit-elle en haussant les épaules. Elle aurait pu s'éclipser là, prétexter un rendez-vous, fuir l'ambiguïté qui flottait entre eux. Mais au lieu de cela, elle lui proposa de faire les courses ensemble. Ils marchèrent entre les étals, échangeant des commentaires sur les produits, les marchands, la météo changeante. À aucun moment elle ne lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, ni s'il avait une femme, des enfants, une vie derrière ses silences. Elle se contentait de marcher à ses côtés, comme si cette normalité était précieuse, fragile. Gabriel observait chacun de ses gestes. Elle touchait les fruits avec précaution, comme s'ils pouvaient se briser entre ses doigts. Elle comptait les pièces avant chaque achat, refusant les sacs plastiques pour économiser quelques centimes. À un moment, elle s'arrêta devant un stand de livres anciens, le regard brillant. « Je passe ici à chaque fois, même si je n'achète rien, juste pour sentir l'odeur du papier. » Il la vit prendre un vieux volume des Misérables, le feuilleter doucement, presque amoureusement. « Hugo encore, dit-il. Toujours. » Il attendit qu'elle repose le livre, puis, sans un mot, s'approcha du marchand. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle terminait de choisir des tomates, il revint vers elle, le livre sous le bras, déjà emballé dans un papier kraft. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas nécessaire. Considérez cela comme un remboursement de votre audace en matière de transport urbain. Elle sourit, secouant la tête. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, et vous n'étiez pas obligé de me faire confiance ce matin-là. Elle n'ajouta rien. Ils continuèrent leur chemin ensemble, et lorsqu'ils se quittèrent, devant une bouche de métro encore, il lui tendit le livre. « Pour que Victor Hugo continue à vous parler même les jours où il pleut. » Elle prit le paquet, un peu tremblante. « Merci, monsieur. » Gabriel, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Élodie. Et puis elle disparut une fois encore. Mais cette fois, ils avaient un nom, 2 noms. Et entre eux, un livre. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Gabriel resta debout un moment, le regard tourné vers l'endroit où elle avait disparu. Il y avait dans sa poitrine une chaleur inattendue, une émotion simple, une sensation oubliée depuis longtemps. Il rentra chez lui à pied, le panier à moitié rempli, le cœur un peu plus. Sur sa table de chevet, il posa un second exemplaire des Misérables, le même que celui qu'il venait d'offrir. Il le feuilleta au hasard et lut, à voix basse, « Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvaises gens. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Puis il ferma le livre, certain désormais qu'il voulait en savoir plus sur cette femme aux yeux fatigués et au cœur encore capable d'espérer. Les jours qui suivirent cette matinée partagée au marché furent étrangement lourds pour Élodie. Quelque chose dans le visage de Gabriel, sa voix posée, son regard calme, sa façon de ne jamais poser de questions trop directes, s'était imprimé dans son esprit comme une phrase qu'on relit sans cesse, incapable de l'oublier. Mais elle se força à détourner l'attention. Elle avait des copies à corriger, un contrat temporaire à protéger et surtout une vie fragile à maintenir debout. Les fantaisies n'avaient pas de place dans son quotidien. À l'école,
Les journées étaient longues et souvent ingrates. Les élèves étaient agités, parfois insolents, rarement engagés. Elle tentait de leur transmettre un peu de la beauté des mots, mais souvent, cela semblait tomber dans un puits sans fond. Les collègues la regardaient avec un mélange d'indifférence et de méfiance polie. Elle n'avait pas encore trouvé sa place dans cet environnement précaire où chaque poste était une bataille silencieuse. C'était un mardi gris humide, semblable à tant d'autres. Elle terminait de ranger ses affaires dans la salle des professeurs lorsqu'elle entendit frapper doucement à la porte. Elle se retourna, certaine de voir un collègue ou un élève, égaré. Mais ce fut lui, Gabriel, debout dans le couloir étroit tenant un paquet rectangulaire enveloppé de papier brun. « Bonjour », dit-il simplement. Elle resta figée un instant, partagée entre la surprise et la confusion. « Comment m'avez-vous trouvé ? Vous avez dit que vous travailliez dans une école. J'ai cherché un peu. Ce n'était pas si difficile. » Elle le regarda, méfiante malgré elle. « Vous êtes venu jusqu'ici pour… » Il leva le paquet. « Pour vous rendre quelque chose. Ou plutôt, pour vous offrir quelque chose. Ce n'est pas grand-chose. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. » Elle hésita. Les cadeaux dans sa vie avaient toujours une dette cachée, un prix déguisé. Pourtant, elle avança, prit l'objet avec précaution et le déballa lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était une édition ancienne de Les Contemplations, reliée de cuir, avec une dédicace manuscrite datant du XIXe siècle. « C'est beaucoup trop, murmura-t-elle. »« Pas pour quelqu'un qui lit Hugo avec tant d'âme, répondit-il. Je suis tombé dessus par hasard, et j'ai pensé à vous. » Elle referma doucement le livre comme si elle craignait de l'abîmer par un simple regard. « Vous êtes un homme très étrange, Gabriel. » Il esquissa un sourire. « Vous m'avez prise pour un chauffeur. Je me dis que je vous dois bien une ou deux étrangetés en retour. » Ils rirent doucement, et dans cet éclat discret, quelque chose se fissura dans la carapace d'Élodie. Elle fit un geste, l'invitant à entrer dans la salle. Il s'assit sur une chaise de plastique, un peu trop grande pour lui, un peu trop banale. Le contraste entre son allure élégante et la modestie du lieu était presque absurde, mais il ne semblait pas en être conscient. Ils parlèrent quelques minutes, de littérature, de silence, de pluie. Il ne mentionna rien de personnel, rien de sa vie en dehors de ces instants suspendus. Et elle n'osa pas poser de questions. Quelque chose chez lui suggérait que les réponses seraient douloureuses, peut-être irréversibles. Lorsque la sonnerie retentit, marquant la fin de la journée scolaire, elle se leva, le remerciant encore pour le livre. « Vous n'étiez pas obligé, dit-elle. Et pourtant je l'ai fait. »« Pourquoi ?» Il la regarda longuement, puis répondit sans détour. « Parce que j'ai l'impression que vous méritez plus que ce que vous avez. » Elle ne sut que dire. Il partit alors, sans demander son numéro, sans promettre de revenir. Et pourtant, elle savait qu'il le ferait. Ce soir-là, dans son petit appartement, elle relut des passages de Les Contemplations, touchant chaque mot comme s'il avait été écrit pour elle. Une émotion étrange l'envahit. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était quelque chose de plus rare, un sentiment de reconnaissance silencieuse, un écho inattendu dans le désert de son quotidien. Pendant les jours qui suivirent, elle chercha à comprendre pourquoi cet homme, manifestement à l'aise dans un monde qui n'était pas le sien, s'était intéressé à elle. Ce n'était pas son apparence. Elle en était certaine. Elle n'avait ni les habits, ni l'assurance, ni la beauté évidente que l'on associe aux histoires romantiques. Et pourtant, il était revenu, avec un livre, avec un geste désintéressé. Gabriel, quant à lui, rentra chez lui plus tard que d'habitude ce jour-là. Il monta directement à son bureau, évitant les appels manqués, les dossiers empilés sur son bureau, les rendez-vous déplacés. Il s'assit dans son fauteuil et resta longtemps immobile. Il pensait à ses mains, à sa voix, à cette façon qu'elle avait de prononcer chaque nom d'auteur, comme s'il s'agissait d'un ami disparu. Il pensait à ce qu'il avait ressenti en la voyant ouvrir le paquet. Et surtout, il pensait à ce qu'il n'arrivait plus à ressentir depuis des années. Il ouvrit un tiroir, en sortit un vieux carnet qu'il n'avait pas touché depuis longtemps et y écrivit une seule phrase. « Elle voit le monde avec les yeux de quelqu'un qui a trop pleuré pour se permettre de mentir. » Puis, il referma, le carnet, le cœur agité. L'après-midi était tiède pour un mois d'octobre. Le ciel au-dessus de Paris s'étendait sans menace, éclaboussé d'un bleu pâle, et les rues semblaient plus lentes qu'à l'accoutumée. Élodie, fatiguée mais tranquille,
déambulait dans les allées d'un kiosque à journaux près de la place d'Aligre, cherchant un magazine littéraire bon marché à emporter pour son trajet en métro. Elle en feuilleta plusieurs, glissant ses doigts sur les couvertures, perdue dans ses pensées. Depuis quelques jours, Gabriel ne lui avait pas donné de nouvelles, et malgré elle, une part d'elle attendait un signe, un prétexte, une nouvelle coïncidence. Son regard glissa sur une couverture brillante au bas de l'étal. Le titre accrocha immédiatement ses yeux, les 100 personnalités les plus influentes de la tech en France. Par curiosité, elle se pencha, retourna le magazine et le feuilleta jusqu'aux pages centrales. Une double page lui coupa le souffle. Là, en photo pleine page, vêtu d'un costume sombre et sobre, regard fixe tourné vers l'objectif, se tenait Gabriel Moreau. Le nom ne la frappa pas immédiatement. C'était le visage. Le même qu'elle avait vu à travers la vitre de la voiture, puis entre les étals du marché, puis dans le couloir de son école. Sous la photo, une légende. Gabriel Moreau, PDG de Netronix, l'empire discret de la donnée intelligente. Elle resta figée, incapable de tourner la page. Les mots dans l'article flottaient devant ses yeux. Stratégie, fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, philanthropie secrète, homme insaisissable. Tout devenait irréel. Les conversations légères, la simplicité des gestes, le silence contenu de cet homme prenaient maintenant une autre teinte. Elle sentit une chaleur désagréable lui monter aux joues, mêlée de colère, de trahison et d'une pointe de honte. Avait-elle été naïve, au point de ne pas voir ce qu'il était? Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Le magazine retomba sur l'étal. Elle s'éloigna d'un pas rapide, cherchant de l'air, de l'espace. Le trottoir semblait plus étroit, les passants plus pressés. Elle monta dans le métro sans but précis, traversa plusieurs stations avant de s'arrêter au hasard. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle mette des mots sur ce malaise grandissant. Le lendemain, elle le vit attendre devant l'école, comme si rien n'avait changé. Il tenait un livre sous le bras, un sourire discret au coin des lèvres. Elle s'avança vers lui d'un pas rapide, les mains glacées malgré le soleil. « Je t'ai vu dans un magazine. » Il haussa à peine les sourcils, sans surprise. « Je m'en doutais que ça arriverait un jour. Tu es PDG d'une des plus grosses entreprises de technologie de France, » murmura-t-elle incrédule. « Et tu t'es présenté devant moi comme si tu étais n'importe qui. » Il la regarda longuement, cherchant les bons mots. « Je ne me suis pas caché. Je n'ai simplement pas mentionné cela. Ce n'est pas rien, Gabriel. Ce n'est pas un détail anodin. Je ne voulais pas que ça change ce que tu voyais en moi. » Elle serra les poings. « Ce que je voyais? Tu crois que je ne vois pas la différence entre un homme qui me prête un livre et un homme dont la signature fait bouger la bourse ?» Il ne répondit pas tout de suite. Le silence s'étira, douloureux. « Je suis désolé si tu te sens trompé, mais je ne voulais pas qu'on commence cette chose, ce lien sur une base faussée par le pouvoir ou l'argent. Avec toi, j'ai pu être quelqu'un d'autre, juste un homme, pas une entreprise ambulante. Et tu pensais que je ne devinerais jamais que j'étais trop pauvre pour lire les journaux? Ce n'est pas ça, c'est exactement ça, répliqua-t-elle, la voix tremblante. Il voulut poser une main sur son bras, mais elle recula. Tu m'as fait croire à une simplicité qui n'existait pas. Tu t'es caché derrière une gentillesse qui n'était pas gratuite. Tu as choisi de me séduire en contrôlant ce que je pouvais savoir de toi. Je ne voulais pas te séduire, je voulais te connaître. Eh bien, moi, je ne te connais pas. Je ne sais même plus si je le veux. Elle tourna les talons, le laissant seul devant la grille de l'école. Il resta là, le livre toujours à la main, le regard perdu. Les jours suivants furent lourds pour elle. Elle ne dormait plus que par bribes. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son visage, calme, impénétrable, comme s'il portait en lui une tempête qu'il refusait de montrer. Et malgré la colère, une question la hantait. Pourquoi n'avait-il rien dit? Quel genre de solitude vivait un homme si puissant pour qu'il préfère être vu comme un inconnu? Gabriel, de son côté, s'enferma dans ses habitudes. Les réunions reprirent, les voyages express, les chiffres et les bilans. Mais il n'arrivait plus à entendre, il n'arrivait plus à penser. Chaque silence lui rappelait celui d'Élodie. Chaque regard fuyant dans les couloirs de l'entreprise lui rappelait ses yeux remplis d'incrédulité. Il relut le carnet dans lequel il avait noté cette phrase étrange. Puis il en ajouta une autre. « Ce que j'ai voulu cacher n'était pas mon nom, mais ce qu'il représente pour moi. »
Et il referma le carnet. La semaine s'étirait comme une corde tendue, chaque jour ajoutant une tension silencieuse, au fil qui unissait encore, bien que faiblement, Élodie et Gabriel. Depuis leur confrontation devant l'école, elle l'évitait avec soin. Elle sortait par l'arrière du bâtiment, changeait d'itinéraire, ignorait les messages brefs qu'il lui envoyait, sobres mais obstinés. Il ne cherchait pas à s'excuser davantage. Il disait seulement qu'il ne voulait pas qu'elle disparaisse. Elle avait passé des jours à le haïr, à se détester pour avoir cru, à douter de chaque souvenir. Mais une autre part d'elle, plus enfouie, persistait à chercher un sens à ce qu'il avait fait. Et malgré tout, malgré sa colère, elle n'avait pas cessé de lire le livre qu'il lui avait offert. Elle le touchait chaque soir, l'ouvrait au hasard, comme si les mots de Victor Hugo pouvaient répondre à ses questions. Et souvent, elle se surprenait à espérer le revoir, sans décor, sans masque, sans mystère. Ce fut elle qui finit par écrire. Un message court, envoyé tard dans la nuit. Elle ne voulait pas dormir avec cette question dans la gorge. Pouvait-il être autre chose qu'un rôle bien appris? Il répondit presque immédiatement, comme s'il n'attendait que ça. Le samedi suivant, elle l'invita à dîner chez elle. Il arriva à 7 heures du soir, à pied, les mains dans les poches. Aucun garde du corps, aucun chauffeur. Il portait une chemise blanche roulée aux manches, un manteau noir usé au coude. Quand elle ouvrit la porte de son appartement, elle sentit un frisson la traverser. Pas à cause de lui, à cause de ce que cela représentait. Elle l'invitait dans son monde modeste, étroit, fragile. Son appartement faisait à peine 25 mètres carrés. Un coin cuisine avec 2 plaques électriques, un petit réfrigérateur bourdonnant, une table branlante en bois clair, 2 chaises dépareillées, un canapé-lit où elle dormait chaque nuit, et des livres partout, empilés sur les rebords de fenêtres, entassés sous la table, occupant chaque coin disponible. Il entra sans un mot, regardant autour de lui comme on entre dans une église sans mur. « Tu vis ici ?» demanda-t-il. « Depuis 3 ans. C'est minuscule. Mais chaque chose ici m'appartient. Rien n'a été imposé. Rien n'a été hérité. C'est tout ce que j'ai pu garder après avoir tout perdu. » Il regarda les livres, un à un, caressa un dos abîmé du bout des doigts. « Je n'ai jamais eu besoin de grand-chose, » ajouta-t-elle. « Juste de calme, de mots, et de pouvoir fermer la porte quand je veux. » Elle l'invita à s'asseoir. Le dîner était simple. Une soupe maison aux lentilles, un pain encore tiède, un morceau de fromage. Elle avait hésité à acheter du vin, mais s'était ravisée. Le luxe n'avait pas sa place ici. Elle voulait qu'il voie sa réalité nue, sans filtre. Pendant qu'il mangeait, il ne dit presque rien. Il goûtait chaque bouchée comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Elle le regardait faire, étonnée par l'humilité de ses gestes. « Tu as l'air d'être chez toi, » dit-elle. Enfin, il leva les yeux un peu surpris. « Je n'ai jamais mangé quelque chose qui m'ait semblé aussi réel depuis des années. Tu vis dans quoi? Un palais de verre? Pas loin. » Il sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Mon appartement donne sur la Seine. 3 chambres, une cuisine où je ne cuisine jamais, des œuvres d'art que je n'ai pas choisies, et du silence. Beaucoup de silence. Tu as l'air de vivre dans un musée. C'est exactement ça. Un musée de tout ce qu'on pense que je devrais être. Ils parlèrent longtemps après avoir fini de manger. Elle lui servit un thé, bon marché dans une tasse ébréchée. Il la but comme s'il s'agissait d'un nectar rare. Il regardait autour de lui, curieux de chaque détail, de chaque objet qui n'avait de valeur que pour elle. Puis elle posa la question qu'elle gardait en elle depuis leur dispute. « Pourquoi n'as-tu rien dit sur qui tu étais ?» Il hésita. Elle vit son regard s'assombrir, comme si une tempête approchait. « Parce que je n'en suis pas fier. Parce que chaque jour on m'aime ou on me craint pour ce nom, cette fonction, cette fortune. Et toi, tu m'as regardé sans rien attendre. C'est rare, c'est précieux. Je n'ai pas voulu briser ça. Tu pensais vraiment que je n'aurais jamais su. Je l'espérais, dit-il avec une honnêteté désarmante. Le silence s'installa. Elle le brisa d'une voix plus douce. Je t'en ai voulu, vraiment. Mais je crois que ce n'est pas le mensonge qui m'a blessé. C'est de ne pas avoir eu le choix. Il baissa les yeux. J'ai toujours eu peur qu'en montrant tout ce que je suis, les gens ne voient plus rien d'autre. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre, regarda les lampadaires clignotant dans la rue en contrebas. On ne se connaît pas, Gabriel. On se devine à peine. Et pourtant, tu es ici, dans mon espace, parmi mes livres, dans ma vie. Tu comprends ce que ça signifie?
Il la rejoignit, sans la toucher. Je crois que oui. Elle se retourna vers lui. Leurs visages étaient proches, très proches. Il suffirait d'un geste, d'un souffle pour que le mur invisible qui les séparait tombe. Et il tomba presque. Leurs visages se frôlèrent, leurs souffles se mêlèrent. Mais il se figea. Il détourna les yeux, recula d'un pas. « Je ne peux pas. »« Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Il prit son manteau, le cœur lourd, les mots bloqués dans la gorge. « Je suis désolé, murmura-t-il. » Et il partit, la laissant seule dans la pièce chaude, le thé refroidi sur la table et l'écho d'un presque baiser suspendu dans l'air. Ce soir-là, Élodie comprit que ce n'était pas une histoire d'argent, ni de mensonge. C'était une histoire de mur. Et que parfois les plus solides sont ceux que l'on ne voit pas. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur pesante. Depuis ce soir-là, où le presque baiser s'était évaporé dans un silence glacial, Élodie ne savait plus comment se positionner. Elle ne lui en voulait plus vraiment, mais elle ne comprenait pas non plus ce qu'il fuyait. Gabriel lui avait semblé proche, sincère, ouvert pour une fraction de seconde, avant de se refermer brusquement, comme si une porte invisible s'était claquée entre eux. Cette fermeture brutale ne ressemblait pas à un simple doute. Il y avait autre chose, une blessure ancienne, une peur enracinée, quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. Gabriel, de son côté, avait repris ses routines avec la précision d'un métronome cassé. Il se levait chaque matin dans son appartement vide, entouré de silence et de mobilier design, passait des heures dans les couloirs étincelants de Netronix, à écouter des chiffres qui ne l'émouvaient plus, puis rentrait chez lui sans savoir ce qu'il espérait y trouver. Depuis sa rencontre avec Élodie, tout ce qu'il avait construit semblait désajusté, comme un costume trop grand ou une mélodie jouée sur un instrument désaccordé. Rien ne sonnait juste. Il savait pourquoi il avait fui ce soir-là, et il savait aussi que ce n'était pas seulement à cause d'elle. C'était à cause de ce qu'elle réveillait, de ce qu'il pensait avoir enterré à jamais. Des années. Plus tôt, il avait aimé, passionnément, intensément. Elle s'appelait Camille, elle était avocate, brillante, indépendante, drôle. Ils avaient été fiancés pendant 1 an. Il pensait que tout était solide, jusqu'au jour où il avait découvert la trahison. Pas un simple écart, pas une faute de passage, mais une liaison de plusieurs mois, menée dans son dos avec un associé de confiance. Ce n'était pas seulement la perte d'une femme, mais celle d'une image entière du monde. Confiance, loyauté, stabilité. Tout s'était effondré. Depuis, Gabriel avait construit sa vie comme une forteresse. Haute, froide, imprenable. Chaque relation avait été superficielle, chaque sourire mesuré, chaque geste protégé, jusqu'à Élodie. Elle, avec ses livres cornés, ses phrases pleines d'images, son appartement trop petit mais vibrant, avait réussi à fissurer ses murs. Et cela lui faisait peur, une peur viscérale, celle de tout perdre encore une fois. Pas matériellement, ça il pouvait le reconstruire, mais émotionnellement il ne savait pas s'il survivrait à une nouvelle chute. Pendant ce temps, à l'école, la rumeur avait commencé à enfler. Les collègues avaient remarqué l'homme en costume qui venait parfois la chercher. On chuchotait dans les couloirs, on murmurait derrière son dos. Élodie entendait les moqueries déguisées, les commentaires à peine voilés. Une enseignante, Clara, lui glissa un jour à la pause café. « Tu sais, certains pensent que tu as trouvé un moyen stratégique de prolonger ton contrat. » Élodie sentit la honte l'envahir, une colère froide monter. Elle répondit sans hausser la voix. « Il n'y a rien de stratégique dans ma vie, juste beaucoup de fatigue et quelques livres pour tenir debout. » Mais les paroles restaient, et la gêne s'installait. Elle ne voulait pas être réduite à un cliché, à une étiquette plaquée par des regards étroits. Elle avait toujours refusé de se plier au jeu de pouvoir, et voilà qu'on la suspectait d'en jouer un. Le samedi suivant, elle se rendit, comme à son habitude, dans la petite librairie de la rue de Charenton. Elle avait besoin d'un refuge, d'un endroit où les mots auraient encore du sens. En parcourant les rayons, elle sentit une présence. Elle leva les yeux. Gabriel était là, debout près de l'étagère des classiques français. Il ne dit rien tout de suite. Il tenait un livre dans les mains, le regard fixé sur elle comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « Je ne savais pas que tu venais ici, dit-elle. Je ne savais pas non plus, jusqu'à ce que j'ai envie d'y venir. » Elle haussa un sourcil, méfiante mais curieuse. « Pourquoi aujourd'hui ? » « Parce que je voulais te parler, et je ne savais pas où aller qui ne semble pas déplacé.
Elle posa le livre qu'elle tenait et croisa les bras. « Très bien, parle. » Il inspira profondément. « J'ai été fiancé, il y a longtemps. Elle m'a trahi, avec quelqu'un que je considérais comme un frère. Depuis, j'ai fermé les portes. J'ai arrêté de croire. Et puis tu es arrivé avec ta pluie, tes silences, tes livres, et j'ai eu peur. » Élodie resta silencieuse. Il continuait. « Ce soir-là, chez toi, j'étais prêt à tout laisser tomber. Mais une voix en moi a crié. Elle m'a dit, « Tu vas encore te brûler. Tu vas encore être trahi. Sauve-toi. » Alors je suis parti, pas à cause de toi, à cause de moi. Elle le regardait, les yeux pleins de questions qu'elle ne posait pas. Et maintenant? Maintenant je sais que fuir ne me sauvera pas, que rester silencieux ne me protège plus, et que si je perds ce que j'ai commencé à construire avec toi, alors tout ce que j'ai bâti avant n'aura servi à rien. Elle voulut répondre, mais rien ne vint. Ce n'était pas le moment pour des déclarations, ce n'était pas le moment pour des solutions, mais c'était un pas, un vrai pas. Elle prit le livre de ses mains, lut le titre, « La douleur de Marguerite Duras » et sourit doucement. « Tu as bon goût. »« J'essaie d'apprendre, » répondit-il. Et ils restèrent là, dans l'étroitesse d'un couloir entre deux étagères, le monde autour s'effaçant doucement. Rien n'était résolu, rien n'était certain, mais quelque chose venait de naître à nouveau, fragile comme une page à peine tournée. Les jours suivants furent teintés d'une ambiguïté douloureuse. Ni Gabriel ni Élodie ne trouvèrent le courage de redéfinir ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Ils n'étaient pas ensemble, mais ils n'étaient plus étrangers non plus. Ils partageaient quelque chose d'indéfinissable, un fil tendu entre la confiance et le doute, entre le désir et la peur. Chaque rencontre était un terrain fragile, chaque regard une promesse muette. Pourtant, sous cette apparente accalmie, un déséquilibre persistait, invisible mais croissant. Un jeudi soir, après une journée particulièrement difficile à l'école, Élodie reçut un message bref de Gabriel. Il lui proposait de la retrouver dans un petit café du 11e arrondissement, à 2 pas de l'endroit où ils s'étaient croisés pour la première fois. Elle hésita. L'usure de la semaine pesait sur ses épaules, mais une part d'elle désirait ardemment le voir, entendre sa voix, sentir qu'il existait encore quelque chose de solide entre eux. Elle accepta. Le café était modeste, à la décoration, vieillotte mais chaleureuse. Lorsqu'elle entra, elle le vit assis près de la fenêtre, une tasse de thé fumant devant lui. Il se leva dès qu'il la vit, lui tira la chaise avec une galanterie qui n'avait jamais semblé forcée. Ils échangèrent des banalités, des mots légers, presque gênés, comme deux adolescents apprivoisant un premier rendez-vous. Mais, derrière les sourires prudents, une tension affleurait. Après quelques silences prolongés, Gabriel prit une inspiration, comme s'il se préparait à traverser une rivière glacée. « Élodie, j'ai besoin de te dire quelque chose », dit-il doucement. Elle hocha la tête, attentive, le cœur serré. « Je sens que je suis en train de m'attacher à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. Et c'est justement ce qui me fait peur. » Elle le regarda, le souffle suspendu. Il poursuivit. « J'ai cette vie, cette responsabilité, cette image publique que je n'ai jamais su concilier avec quelque chose de vrai. Et avec toi, tout est vrai. C'est ça le problème. Tu n'es pas un masque que je peux porter ou enlever. Tu es réel. Et je ne sais pas si je suis capable de gérer cela. » Elle fronça les sourcils, comprenant à demi-mot. « Tu es en train de dire que tu ne veux pas continuer ? Je suis en train de dire que je ne sais pas comment continuer et que je préfère m'arrêter avant de te faire du mal. » Le coup fut plus dur qu'elle ne l'avait anticipé. Elle recula légèrement, comme si les mots l'avaient frappée physiquement. « Tu préfères me rejeter maintenant, plutôt que d'affronter ce que tu ressens. Ce que je ressens me dépasse, et j'ai trop peur de le gâcher, de tout détruire. » Elle se leva lentement en silence. Il voulut parler, mais elle le coupa d'un geste. « Tu sais ce qui fait le plus mal, Gabriel, ce n'est pas que tu ne sois pas prêt. C'est que tu n'aies même pas essayé. Tu t'es protégé derrière ta peur, mais moi je me suis ouverte à toi. Je t'ai laissé entrer dans ma vie, dans mon espace, dans mes silences. Et tu m'en remercies en partant. » Il ne trouva rien à répondre. Elle le regarda une dernière fois, les yeux brillants. « Bonne chance avec ton empire. J'espère qu'il te tiendra chaud la nuit. » Elle sortit sans se retourner. Dans la rue, le vent lui mordait les joues, mais elle ne sentait rien. Sa poitrine était vide, anesthésiée. Elle rentra chez elle sans regarder les passants, monta les escaliers sans entendre ses propres pas et s'effondra sur le canapé,
sans allumer la lumière. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle resta simplement là, immobile, à écouter le silence de son petit appartement, un silence qui semblait plus cruel que d'habitude. Gabriel, de son côté, resta longtemps assis dans ce café, devant sa tasse devenue froide. Il ne se sentait ni soulagé ni libéré. Il se sentait amputé. Il savait qu'il venait de commettre une erreur, peut-être irréversible. Mais une partie de lui croyait encore que c'était la bonne chose à faire, que c'était trop tôt, trop intense, trop risqué. Pendant les jours suivants, Élodie s'éclipsa du monde. Elle ne répondit à aucun message, ne décrocha aucun appel. Elle assura ses cours comme un automate, évitant les regards, s'effaçant dans la routine. Les collègues cessèrent peu à peu leurs murmures, pensant que l'histoire était terminée. Et d'une certaine façon, elle l'était. Ou du moins, elle en avait tout l'air. Un matin, elle se rendit dans une vieille librairie qu'elle fréquentait parfois pour fuir ses pensées. En parcourant les rayons, elle trouva un exemplaire abîmé de l'Idiot de Dostoïevski. Elle le feuilleta et, sans savoir pourquoi, glissa une feuille de papier entre deux pages. Elle y écrivit une lettre, non pas une confession ni un message à envoyer, une lettre qu'elle n'avait pas l'intention de faire parvenir à Gabriel. Elle y parlait de la peur, de l'abandon, de cette sensation d'être toujours celle qu'on quitte avant d'avoir tout compris. Elle la plia soigneusement, la laissa là au milieu du livre et reposa l'ouvrage à sa place sur l'étagère. C'était un adieu sans adresse, un cri silencieux pour quelqu'un qui ne saurait peut-être jamais l'entendre. Puis elle quitta la librairie, les poches vides, le cœur lourd, mais un soupçon de paix renaissant dans le sillage de cet acte inutilement sincère. Dans un coin de Paris, pendant ce temps, un homme regardait la pluie tomber derrière les vitres opaques d'une salle de réunion. Et sans le savoir, il venait de perdre ce qu'il ne savait pas encore vouloir sauver. Les jours étaient devenus monotones pour Gabriel Moreau. Loin d'Élodie, il retrouvait ses automatismes avec une facilité désarmante, comme si une partie de lui avait toujours anticipé ce retour au vide. Il assistait à ses réunions, corrigeait les trajectoires de ses équipes, validait les stratégies futures de Netronix avec l'efficacité clinique d'un homme qui ne laissait rien paraître. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Un goût amer s'était logé dans sa gorge, un vide sourd dans sa poitrine qu'aucune réussite n'adoucissait. Il la voyait partout, dans les gestes d'une passante lisant dans le métro, dans une vitrine poussiéreuse où s'empilaient des ouvrages anciens, dans le silence pesant de ses propres nuits. Un samedi après-midi, mu par une impulsion qu'il n'essaya même pas d'expliquer, Gabriel se retrouva à flâner dans les rues du 11e arrondissement. Il errait sans but précis, laissant ses pas le guider comme un somnambule éveillé. Il passa devant un marché, s'arrêta devant une boutique de thé, observa des enfants jouer dans une cour intérieure, puis il s'arrêta net devant une vitrine modeste, couverte de livres anciens aux couvertures défraîchies. Il reconnut la devanture, une librairie qu'Élodie avait mentionnée un jour, presque par hasard, en lui racontant comment elle y avait trouvé une édition abîmée, de l'éducation sentimentale. Poussé par un besoin irrationnel de sentir son souvenir plus près de lui, il entra. La librairie était silencieuse, plongée dans cette atmosphère feutrée qui n'appartient qu'aux lieux oubliés du tumulte. L'odeur du papier vieilli, de la poussière et du bois ciré enveloppait les lieux comme une étreinte discrète. Il parcourut les rayons lentement, touchant du bout des doigts les tranches usées, lisant quelques titres familiers. Son regard fut attiré par une édition de l'Idiot, posée légèrement de travers comme si quelqu'un l'avait feuilleté récemment et oublié de le replacer correctement. Il prit le livre. Le poids dans sa main, la texture du papier, tout lui rappelait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il l'ouvrit, au hasard. Une feuille de papier s'en échappa, glissa lentement au sol. Il la ramassa, intrigué. Ce n'était pas une note de libraire, ni une facture oubliée. C'était une lettre, pliée soigneusement, sans enveloppe. Quelque chose en lui sut immédiatement. Il reconnut l'écriture avant même de lire le contenu. Élodie. Il hésita un instant comme si lire ces mots sans autorisation constituait une violation. Mais il ne pouvait pas reculer. Ses doigts tremblaient en dépliant la feuille. Je n'ai pas laissé cette lettre pour être lue. Pas vraiment. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus garder en soi, sans qu'elles finissent par nous ronger. Alors, je les écris ici, au hasard, entre les pages d'un livre que personne n'ouvrira, peut-être jamais.
J'ai toujours eu peur de ne pas suffire, de ne pas être assez, trop discrète, trop fatiguée, trop entière. J'ai appris à vivre avec cette peur, à la dissimuler derrière des mots choisis, des sourires polis et des silences pleins de sens. Mais avec toi, j'ai voulu croire, pas en un conte de fées, en une possibilité. Et cette possibilité s'est effondrée non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu refuses d'être. Tu as laissé la peur parler à ta place. Et moi, je suis resté avec ce vide, cette colère muette qu'on ressent quand on comprend qu'on n'a jamais eu le choix. Je ne sais pas si tu liras ces lignes un jour, et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que certaines vérités ne sont faites que pour être écrites, pas entendues. Mais si jamais tu tombes sur cette lettre, sache une chose. Je ne t'en veux pas de ne pas m'avoir aimé. Je t'en veux d'avoir eu peur de m'aimer. Il resta figé, incapable de respirer. Les mots d'Élodie le transperçaient avec une vérité si brute qu'il en sentait presque la douleur physique. Ce n'était pas une plainte. Ce n'était pas une tentative de culpabilisation. C'était une vérité nue, offerte sans défense, un miroir tendu à ses propres faiblesses. Il relut la lettre plusieurs fois, chaque mot s'imprimant dans sa mémoire avec la précision d'une lame fine. Puis il la replia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de son manteau, là où il gardait habituellement les objets. De valeur, montre, clé, stylo rare. C'était peut-être le texte le plus précieux qu'il ait jamais eu entre les mains. Il quitta la librairie en silence, l'esprit en feu. Cette lettre changeait tout. Elle révélait ce qu'il avait refusé d'admettre. Qu'Élodie avait toujours été prête à essayer, même quand lui reculait. Qu'elle avait vu au-delà de son nom, de sa fortune, de ses peurs, et qu'elle lui avait tendu la main avec une honnêteté que lui n'avait pas su rendre. Il avait fui ce qu'il ne comprenait pas. Il avait confondu fragilité et faiblesse, et dans cette confusion, il avait détruit quelque chose de rare. Sur le chemin du retour, il ne prit pas son téléphone. Il ne chercha pas à l'appeler. Il savait que ce n'était pas le moment. Il savait qu'un simple message ne suffirait pas. Ce qu'il devait faire, il devait le faire en personne, avec ses mains, avec ses mots, avec tout ce qu'il avait fui jusque-là. Ce soir-là, dans son appartement froid, il prit une décision qu'il n'avait jamais osé prendre en 10 ans de carrière. Il appela son assistant, annula les réunions de la semaine, programma un départ en province. Il savait où elle était. Il avait appris par un ancien collègue qu'elle avait demandé à être transférée dans une école de campagne, quelque part au sud de la Bourgogne, loin de Paris, loin de tout ce qui rappelait ce qu'ils avaient failli devenir. Et il allait y aller, non pas pour la convaincre, mais pour lui montrer que cette fois il était prêt à marcher vers elle sans armure, sans masque, prêt à entendre ses silences, prêt à lui rendre ce qu'elle avait toujours porté seule, l'effort d'y croire. Le départ eut lieu à l'aube, sans annonce, sans bruit. Gabriel se leva avant que le ciel ne s'éclaircisse, traversa son appartement encore plongé dans l'ombre et prépara un sac de voyage modeste. Pas de costume, pas de dossier, pas de montre luxueuse ni de téléphone de fonction. Juste quelques vêtements simples, un carnet de notes, un stylo et cette lettre d'Élodie repliée soigneusement et glissée dans la poche intérieure de son manteau. Ce matin-là, il n'était plus le PDG d'un empire technologique. Il était un homme qui avait tout à prouver à celle qui l'avait blessé. Il prit un taxi jusqu'à la gare de Lyon, traversa les couloirs bondés sans prêter attention aux regards, aux panneaux lumineux, aux annonces répétitives. Il acheta un billet pour une destination qu'il n'avait jamais imaginé rejoindre autrement qu'en rêve. Une petite ville, au cœur de la Bourgogne, à quelques heures de Paris, connue uniquement pour ses vignes, ses vieilles maisons de pierre et son école primaire aux effectifs réduits. Le train s'ébranla lentement, quittant la capitale avec la même solennité qu'un adieu. Gabriel resta silencieux, observant le paysage changer au fil des kilomètres. Les immeubles haussmanniens cédèrent la place aux entrepôts, puis aux champs d'automne, aux collines dorées, aux villages endormis. Chaque virage de la voie ferrée semblait le mener un peu plus loin de tout ce qu'il avait été. Il relut la lettre plusieurs fois, comme si chaque relecture pouvait effacer une part de sa lâcheté passée. Élodie, elle, s'était installée dans cette bourgade quelques semaines plus tôt, à la suite d'un échange administratif précipité. Loin de Paris, elle avait trouvé un semblant de paix. L'école était modeste. Les élèves attentifs, les collègues chaleureux, bien que curieux de cette nouvelle professeure venue de la capitale. Elle logeait dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, avec une vue sur les vignes.
Les nuits étaient des plus noires, plus silencieuses, mais moins oppressantes. Elle croyait avoir fait le bon choix. Fuir n'était pas noble, mais parfois nécessaire. Pourtant, dans les replis de son cœur, Gabriel n'avait jamais cessé d'exister. Elle tentait de ne pas penser à lui, mais chaque silence profond, chaque ciel étoilé, chaque page lue au crépuscule le ramenait à sa mémoire. Elle revoyait ses gestes retenus, sa manière de parler comme s'il pesait chaque mot, et surtout, ce moment suspendu dans son appartement, où tout aurait pu basculer. Elle ne s'attendait plus à rien. Pas à une lettre, pas à des excuses, encore moins à une visite. Elle avait accepté qu'il appartenait à un autre monde. Un monde dans lequel on ne revient pas. Gabriel arriva à la petite gare en début d'après-midi. Il descendit du train avec la sensation étrange d'avoir franchi un seuil invisible. La ville semblait figée dans le temps. Il n'y avait pas de taxi, pas de bus. Il marcha. Il traversa une place pavée, longea des maisons aux volets bleus, salua des inconnus qui le dévisageaient poliment. Son costume aurait juré dans ce décor, mais avec son pull sombre et ses chaussures usées, il passait presque inaperçu. Il n'avait pas de plan. Il savait seulement qu'elle travaillait dans l'école au nord du village. Il prit cette direction poussé par une intuition muette. Arrivé devant le bâtiment de pierre, il hésita. Il n'avait pas le droit de perturber ses cours, de surgir comme un fantôme du passé. Alors, il s'assit sur un banc à proximité, à l'abri d'un vieux tilleul, et attendit. Les heures passèrent lentement. Les enfants sortirent en riant. Des parents vinrent les chercher. Puis enfin, il la vit. Elle sortait par la grille latérale, un sac en bandoulière, un manteau trop grand pour elle, les cheveux attachés à la hâte. Elle n'avait pas changé. Ou plutôt, elle avait changé dans un sens que seul lui pouvait percevoir. Elle avait l'air plus calme, plus lointaine. Il se leva lentement, s'approcha sans bruit. Elle le vit. S'arrêta net. Le silence qui s'installa entre eux était absolu. « Tu es venu jusqu'ici » demanda-t-elle sans colère, mais sans chaleur non plus. « Oui. »« Pourquoi » Il sortit la lettre de sa poche, la lui montra. « Je l'ai trouvée, par hasard, dans ce livre. Ce n'est pas le hasard qui m'a poussé à venir. C'est ce que tu as écrit. » Elle détourna les yeux. Il continua. « Tu avais raison, j'ai eu peur de t'aimer. Et c'est la peur la plus stupide qu'on puisse avoir, parce qu'elle ne sauve rien, elle détruit tout. » Elle resta immobile. Il fit un pas de plus. « Je suis venu pour te dire que je ne veux plus me cacher derrière mon passé, ni derrière ce que je représente. Je suis venu sans nom, sans fonction, sans excuse, juste avec ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que j'ai besoin de toi pour redevenir un homme entier. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Ce que tu ressens, tu aurais pu le dire avant, je le sais. Et je regrette chaque minute de silence. Un groupe d'enfants passa près d'eux, riant, courant, insouciants. Le monde ne les regardait pas. Le monde les laissait seuls dans cette bulle fragile. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, je ne veux rien te demander, ni pardon, ni seconde chance. Je veux seulement rester ici si tu me laisses. Juste un moment, juste assez pour te montrer que je suis capable d'apprendre à ne plus fuir. » Elle le scruta longuement, comme si elle cherchait des fissures dans cette déclaration. Puis elle fit un geste lent, presque imperceptible. « Viens, on va marcher. » Ils s'éloignèrent côte à côte, sans se toucher. Il n'y avait pas de retrouvailles grandioses, pas de promesses immédiates. Mais il y avait un pas, un choix, le plus difficile. Celui de revenir, celui de rester, celui de recommencer. Les jours qui suivirent furent marqués par une lente reconstruction. Gabriel ne repartit pas. Il s'installa dans une chambre d'hôte modeste, à la sortie du village, à quelques minutes à pied de l'école où travaillait Élodie. Chaque matin, il la croisait parfois brièvement lorsqu'elle descendait les escaliers de son immeuble, les cheveux encore humides, le regard pressé. Il ne disait rien. Il la saluait d'un simple signe de tête. Elle répondait d'un regard, d'un murmure à peine audible. Aucun mot de trop. Aucun geste déplacé. Juste une présence. Constante, respectueuse, une tentative silencieuse de prouver qu'il pouvait tenir. Le village tout entier semblait remarquer ce nouvel arrivant qui ne parlait presque à personne, mais qui attendait chaque jour devant l'école, parfois assis sur le même banc, parfois simplement debout, à observer le ciel changer. Les habitants chuchotaient, supposaient, mais laissaient faire.
Dans les petits villages, les secrets sont des refuges plutôt que des scandales. Gabriel ne cherchait pas à précipiter les choses. Il ne parlait pas d'avenir, ne reparlait pas du passé. Il était là et c'était déjà une réponse. Il se rendait utile, aidait parfois la vieille boulangère à porter ses sacs de farine, proposait ses bras pour déplacer des caisses lors du petit marché du samedi. Il n'était pas l'homme des médias ici. Il était juste Gabriel, le type du banc, celui qui avait perdu quelque chose et essayait de le retrouver. Élodie, elle, l'observait de loin. Chaque jour, elle prenait la mesure de ce qu'il accomplissait en silence. Ce n'était pas un homme en quête de pardon, c'était un homme en quête de sens. Et dans cette quête, elle découvrait une sincérité brute qui l'ébranlait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais la peur restait là, tapie dans l'ombre. La peur qu'il parte encore, qu'il réalise un matin que cette vie n'était pas pour lui, qu'il s'éveille un jour et décide de tout laisser, comme il l'avait déjà fait. C'est ce doute qui la conduisit, un matin froid de novembre, à préparer un sac. Elle ne prévient personne, pas même la directrice de l'école, pas Gabriel. Elle monta dans le premier bus pour la gare la plus proche, située à 20 km. Elle n'avait pas vraiment de plan, juste l'envie urgente de ne pas se laisser apprivoiser trop vite, de prouver qu'elle avait encore le contrôle. La gare était presque vide. Elle acheta un billet pour Lyon sans intention réelle d'y aller. Elle s'assit sur un banc, le sac posé à ses pieds, regardant les rails s'étirer à l'infini. Les pensées tournaient en boucle dans son esprit. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas encore osé prononcer. Était-ce de l'amour ou seulement du remords? Était-il prêt à rester ou seulement venu chercher une forme de paix temporaire? Gabriel la chercha dès le matin. Ne la voyant pas devant l'école, il interrogea la directrice, puis un commerçant, puis un enfant, qui se souvint l'avoir vu monter dans le bus. Il comprit tout de suite. Il prit sa voiture de location et fonça vers la gare. Chaque kilomètre lui rappelait à quel point il avait été lent, à quel point il avait failli la perdre une deuxième fois. Il arriva juste à temps. Elle était là, sur le quai, seule. Le vent jouait avec son écharpe. Son sac était posé à ses pieds. Elle semblait ailleurs. Il descendit de la voiture et courut, sans se soucier des regards, sans se demander s'il avait l'air ridicule. Il n'avait qu'un seul objectif, la rattraper, ne pas la laisser partir sans avoir tout dit. Lorsqu'elle le vit, elle ne bougea pas. Il s'arrêta à quelques pas, haletant, le visage marqué par l'effort. « Tu pars ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas. Dis-moi si c'est fini. Dis-le franchement, ici, maintenant, et je partirai. Je ne reviendrai pas. » Elle ne répondit pas tout de suite. Il fit un pas de plus. « Mais si tu doutes encore, si tu ressens même une part infime de ce que je ressens, alors ne monte pas dans ce train. Reste. Laisse-moi rester avec toi. Pas pour réparer, pour recommencer. » Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux. « J'ai eu peur. Que tu partes encore. Que tu réalises que tout ça n'est pas pour toi. J'ai déjà vécu sans toi, Élodie. Et maintenant je sais que ce n'est plus une option. » Il s'agenouilla devant elle, posant une main sur le banc vide à côté d'elle. « Je ne veux plus être un homme qui part. Je veux être celui qui reste, celui qui apprend, celui qui aime, même s'il ne sait pas toujours comment le dire. » Elle sentit sa gorge se nouer. Le train approchait. Le sifflement se faisait entendre. Elle regarda son billet, puis son sac. Puis Gabriel. « Tu es vraiment prêt à vivre dans un monde qui ne te ressemble pas? Ce monde, c'est toi qui le rends supportable. » Il lui tendit la main. Elle la prit. Le billet glissa de ses doigts, emporté par le vent. Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Un sourire simple, fragile, mais plein de lumière. Ils quittèrent la gare ensemble, sans un mot de plus. Le train partit sans eux, emportant les doutes, les fuites, les non-dits. Ce jour-là, ils firent un choix. Non pas un serment, pas encore, mais une promesse silencieuse, celle de ne plus s'abandonner si facilement. La vie reprit. Mais ce n'était plus la même. Depuis ce jour à la gare, où Élodie avait laissé le billet s'envoler et choisi de rester, un nouveau chapitre s'ouvrait entre eux. Rien n'était précipité. Il ne parlera pas tout de suite d'amour, ni de futur, ni même des douleurs anciennes. Ils vivaient simplement côte à côte dans un village où chaque jour offrait des silences riches de promesses. Gabriel trouva un petit logement non loin du sien. Un studio modeste, avec des murs épais et un poêle ancien qu'il apprit à allumer avec maladresse. Il ne travaillait plus. Il avait officiellement pris un congé indéfini,
ce qui avait fait trembler quelques membres du conseil de Netronix. Mais il ne s'en préoccupait pas. Pour la première fois, il respirait sans avoir à rendre de compte. Le monde numérique pouvait attendre. Ici, il découvrait une autre forme de code, celui du réel. Les matinées débutaient souvent ensemble. Ils se retrouvaient au marché, échangeaient sur les produits de saison, marchaient lentement parmi les étals. Elle lui apprenait les noms des fleurs locales, lui parlait des traditions du coin, de la manière dont les saisons réglaient la vie dans les vignes. Lui, en retour, partageait peu à peu ce qu'il était, au-delà des chiffres et des stratégies. Il lui montrait ses carnets de notes, les phrases inachevées qu'il griffonnait depuis des années sans jamais oser les relire. C'est Élodie qui un matin lui glissa une idée entre 2 tasses de café. Écrire. Tu as passé ta vie à construire pour les autres. Tu pourrais enfin créer pour toi. Il hésita. Puis il ouvrit un cahier, s'assit à la terrasse d'un café vide et commença. Lentement. 1 page par jour, parfois moins. Il n'avait pas de plan, pas d'objectif. Juste l'envie de traduire ce qu'il vivait. Les lignes devinrent des paragraphes. Les paragraphes des récits. Il ne savait pas si c'était un roman, des mémoires ou autre chose. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'écrire avec les mains nues, sans masque, sans stratégie. Pendant ce temps, Élodie redécouvrait sa vocation. Les enfants de l'école avaient changé son regard sur l'enseignement. Ici, ils écoutaient, ils posèrent des questions, ils aimaient les histoires. Un jour, l'un d'eux lui dit « Vous parlez des livres comme si c'était des gens qu'on peut rencontrer. » Elle avait souri, touchée par cette vérité. Elle relançait les ateliers de lecture, encourageait les enfants à écrire leurs propres récits. Elle organisait des sorties dans les collines, où ils lisaient à voix haute sous les arbres. Les soirs, ils se retrouvaient dans l'appartement d'Élodie, ou parfois chez Gabriel, pour cuisiner ensemble, partager un vin local, écouter de la musique classique ou du jazz. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Les téléphones restaient souvent éteints. Les nouvelles de Paris, de Netronix, du monde extérieur, leur parvenaient par bribes, comme des souvenirs d'un autre temps. Un dimanche, ils participèrent à la fête du village. Ils aidèrent à installer les stands, à servir les plats, à danser sous les guirlandes de lumière. Personne ne les considérait comme des étrangers. Ils étaient devenus des visages familiers. Et dans cette simplicité, ils trouvaient une forme de vérité qu'aucune réussite n'aurait pu leur offrir ailleurs. Ce soir-là, alors que la fête touchait à sa fin, Élodie et Gabriel s'éloignèrent un peu, montant sur une petite colline qui surplombait les vignes. Le ciel était clair, constellé d'étoiles. Elle s'assit dans l'herbe, et il la rejoignit. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle doucement. « Rien. Je croyais que le monde m'offrirait la paix par le contrôle, mais c'est ici, dans l'imprévu, que je me retrouve. » Elle le regarda. « Tu crois que ça va durer ?» Il prit une inspiration longuement, puis répondit « Ça ne dépend plus du hasard. Ça dépend de nous. » Elle posa sa tête contre son épaule. Le silence entre eux n'était plus une frontière, c'était un langage. Ils n'avaient pas besoin de promesses, ni de pactes. Chaque jour passé ensemble suffisait à réécrire leur histoire. Le lendemain, Gabriel proposa d'aider à la bibliothèque municipale. Il voulait rester utile, s'ancrer dans ce nouveau lieu. Il fut surpris par le plaisir qu'il trouvait à trier des ouvrages, conseiller des lecteurs, écouter les souvenirs des anciens du village. Un jour, une femme âgée lui dit « On sent que vous avez été très loin et que vous êtes revenu. » Il avait souri sans répondre. Il comprenait maintenant que la richesse ne résidait pas dans les chiffres accumulés, mais dans la présence réelle, dans l'attention offerte à ceux qui nous entourent. Élodie, de son côté, poursuivait ses lectures du soir avec ses élèves. Elle leur fit découvrir Le Petit Prince, et les enfants lui posèrent des questions étonnantes. Pourquoi le renard veut-il être apprivoisé? Elle leur répondit que parfois, on choisit de souffrir un peu pour connaître la vraie douceur, et qu'il y a des blessures qui ouvrent les yeux. Ils avaient changé, sans le dire, sans l'écrire. Mais tout en eux, dans leurs gestes, leur silence, leur manière de se regarder, témoignaient de cette lente transformation. Ils n'étaient plus des fugitifs d'eux-mêmes, ils étaient devenus des bâtisseurs de lenteur, des architectes de l'instant. La vigne se parait de ses couleurs d'hiver. Bientôt, le froid les obligerait à rentrer plus tôt, à se blottir dans la chaleur des intérieurs. Mais rien n'était à craindre, parce qu'ils avaient appris à ne plus fuir, et qu'entre eux, les racines commençaient enfin à prendre. Le retour à Paris ne se fit pas en grande pompe, ni en gestes spectaculaires.
Ce ne fut pas une décision prise sur un coup de tête, mais le résultat d'un murmure intérieur devenu trop fort pour être ignoré. L'hiver avait passé dans le calme profond de la campagne, et avec le printemps, un nouveau besoin était né, celui de construire, non pas ailleurs, mais autrement. Gabriel et Élodie comprirent que fuir Paris ne suffisait plus. Ils devaient y revenir, non pas pour retrouver ce qu'ils avaient laissé, mais pour transformer ce qu'ils allaient y apporter. Leur retour se fit en train, un matin d'août de mars. Ils prirent peu de bagages, laissant la plupart de leurs affaires à la campagne, comme des promesses d'un lieu qui les avait guéris. En arrivant à la gare de Lyon, rien ne semblait avoir changé. La foule était toujours pressée, les taxis toujours trop nombreux, les rues toujours pleines. Et pourtant, tout était différent, ils n'étaient plus ceux qui étaient partis. Gabriel avait vendu une part de ses actions dans Netronix. Il avait quitté son poste de président exécutif, tout en gardant un rôle symbolique au sein du Conseil. Sa décision avait surpris les médias, ébranlé certains investisseurs, mais il n'avait pas cédé. Il avait longuement réfléchi et choisi une direction nouvelle, transformer l'entreprise en un acteur social, utiliser la technologie pour le bien commun, redéfinir l'influence comme un service, non comme un pouvoir. Il restructura les pôles, créa un fonds d'innovation éducative, lança un programme de bourse pour les jeunes talents issus de milieux modestes. Les bureaux se vidèrent de leur arrogance et se remplirent de projets concrets, écoles connectées en zone rurale, plateformes d'accès à la lecture pour les enfants défavorisés, soutien à des bibliothèques itinérantes. Il n'était plus le PDG. Il était devenu un catalyseur de sens. De son côté, Élodie avait trouvé un local à louer dans le 11e arrondissement, une boutique ancienne, aux murs de pierre et aux vitres larges, autrefois occupée par un vendeur d'antiquités. Elle y installa sa propre librairie. Elle l'appela Entre les lignes. Pas un grand espace, mais assez pour accueillir des livres choisis avec soin. Une petite table pour lire, un coin pour les enfants et des soirées de lecture à voix haute. Ce fut Gabriel qui l'aida à repeindre les murs, à transporter les caisses, à monter les étagères. Il le faisait sans parler, avec une minutie presque émouvante. Il réparait plus que du bois. Il reconstruisait ce qu'il avait un jour failli briser. Chaque vis, chaque planche, chaque coup de pinceau était une offrande. L'ouverture fut modeste mais chaleureuse. Des voisins, des amis, quelques anciens élèves vinrent, curieux de ce nouveau lieu. Élodie accueillait chacun avec une attention sincère. Elle n'avait pas besoin de parler de Gabriel. Sa présence discrète mais constante disait tout. Il n'était pas l'homme derrière elle. Il était l'homme à côté d'elle. Il vivait désormais dans un appartement simple, au-dessus de la librairie. Un lieu baigné de lumière, empli de livres et de silence partagé. Il n'avait pas parlé de mariage ni d'enfants. Ils n'avaient pas besoin de sceller leur amour par des gestes symboliques. Chaque jour passé ensemble était une décision renouvelée, une fidélité active, une confiance qui n'avait plus besoin de preuves. Leur quotidien n'était pas parfait. Il y avait des tensions, des désaccords, des jours de doute, mais il y avait aussi la certitude que rien ne serait jamais abandonné sans lutte. Ils avaient appris à parler, à s'écouter, à se taire, sans fuir. Leur amour n'était pas fait d'élan, mais de constance, un amour enraciné. Gabriel écrivit finalement son livre, un roman, inspiré librement de sa propre trajectoire. Il y parlait d'un homme perdu dans ses certitudes, sauvé par une femme qui croyait encore que les mots pouvaient guérir. Il le publia sous un pseudonyme. Le livre eut un succès modeste, mais il reçut des lettres de lecteurs bouleversés. Cela suffisait. Élodie, de son côté, organisa un cycle de lecture autour de la réparation. Des auteurs oubliés, des voix marginales, des histoires de renaissance. Elle n'était pas devenue célèbre, elle n'avait pas besoin de l'être. Sa librairie était vivante, elle rassemblait, elle nourrissait. Un soir d'été, ils s'assirent sur le toit de leur immeuble, regardant les toits de Paris s'embraser sous le coucher du soleil. Gabriel tenait un verre de vin, Élodie un carnet de notes. Ils ne parlèrent pas. Le silence suffisait. Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu te souviens de la pluie ce matin-là » demanda-t-elle. « Je m'en souviens chaque jour. Si je n'étais pas monté dans ta voiture, tu serais entré dans ma vie d'une autre manière. Tu étais destiné à me percuter. » Elle sourit. Il ferma les yeux. Il n'avait plus peur. Ils étaient revenus au point de départ, mais tout avait changé.
Ils n'étaient pas plus l'homme fuyant et la femme effacée. Ils étaient devenus eux-mêmes, l'un par l'autre. Et dans la ville immense, bruyante, parfois cruelle, ils avaient retrouvé un abri. Pas dans les murs, pas dans les livres, mais dans les gestes simples, les mots vrais, les regards silencieux, une vie nouvelle. Pas parfaite, pas facile, mais enfin vraie.